Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Après la démission du ministre de la Justice et garde des Sceaux, la réaction n'a pas tardé. Le locataire du palais Sékou Touréa a dans un décret nommé un intérimaire pour le succéder. Les détails, c'est dans ce journal. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, la question d'infrastructure routière reste d'actualité en Guinée. Aliou Diallo vous plonge dans les réalités des routes guinéennes dans un instant. Au Japon, à Kawasaki, près de Tokyo, une attaque au couteau a coûté la vie à une écolière et un homme de 40 ans décédé des suites de leurs blessures. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le développement. Le ministre démissionnaire de la Justice et garde des Sceaux a été remplacé. L'annonce a été faite par les médias d'État dans la soirée du lundi. Il s'agit de Mohamed Lamine Fofana qui va désormais cumuler les fonctions de ministre conseiller à la présidence en charge des relations avec les institutions républicaines et ministre de la Justice par intérim. Thierno Salul Diallo, explication. Quelques heures après la démission de Maître Cheikh Sako au poste du ministre de la Justice, il a été remplacé par un autre magistrat à la tête de ce département. Mohamed Lamine Fofana est d'ores et déjà un habitué du système judiciaire. Les 40 dernières années, je les ai passées hors de la Guinée. Je suis rentré en 2012 pour apporter mon appui au président Alpha Condé dans le cadre de la réforme de la justice. Et la réforme de la justice, je suis passé à la mise en place des institutions républicaine que vous connaissez, dont l'institution des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la autorité de la communication, le médiateur et la mise en place de la nouvelle Assemblée élue en 2013. Du côté du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, cette démission est noble et salutaire. Selon ces défenseurs de la Constitution, tous les autres membres du gouvernement doivent suivre les pas de Cheikh Sako. Nous estimons au niveau du FNDC que c'est une démarche hautement responsable. Dans la même lancée, au niveau du front, nous pensons que les autres ministres doivent emboîter les pas du sieur Sako parce que les conséquences, s'ils s'entêtent à rester dans le navire jusqu'au jour que le peuple va reconquérir sa souveraineté, je puis vous le rassurer que la purge aura lieu. Ces cadres véreux, ces cadres qui se sont prêtés à cette démarche suicidaire et antidémocratique subiront la rigueur de la loi car leurs biens seront saisis, ils seront arrêtés, ils seront jugés et condamnés afin qu'ils servent d'exemple pour les générations futures. Pour le ministre intérimaire entrant, son objectif sera de poursuivre la même lancée que son prédécesseur, celui de restaurer la confiance entre l'appareil judiciaire guinéen et les citoyens. Continuer à approfondir la réforme, mettre les magistrats dans les conditions qu'il faut, rétablir la confiance entre les magistrats et le peuple, parce qu'avant tout, ils agissent au nom du peuple. Si vous regardez une décision de justice, c'est toujours mis au nom du peuple de Guinée. Alors donc, il faut que nous arrivions à rétablir la confiance entre les magistrats et le peuple de Guinée. Et pour cela, eh bien, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Donc c'est le grand défi, n'est-ce pas, qu'il faut. Cette démission de Maître Cheikh Sako intervient après 5 ans et demi passés au sein de 3 gouvernements successifs, alors que le débat autour d'une éventuelle modification de la Constitution agite le pays. Et puis, je vous le disais à l'entame en Guinée, la question des routes reste toujours d'actualité. La dégradation du réseau routier impacte la circulation et les cas d'accident sont souvent enregistrés. Spécialistes et autres acteurs tirent la sonnette d'alarme. Aliou Diallo a rencontré quelques-uns et voici son reportage. Malgré les initiatives entreprises par le département des travaux publics cette année, le réseau routier guinéen connaît une certaine dégradation. Ce phénomène est la résultante de nombreuses réalités. Les causes de cette dégradation se situent à plusieurs niveaux. La cause réelle, directe de la dégradation de ces routes, c'est surtout le manque d'entretien efficace et prématuré. Vous savez, le département du tutelle des travaux publics, il y a normalement une direction et à laquelle on alloue des fonds d'entretien routier qui est chargé d'entretenir pour ne pas arriver à des échéances où on va parler maintenant de réfection de ces routes. Et la cause principale en Guinée, surtout présentement à Conakry, il faut parler de cas de caniveaux qui ne sont pas protégés. Donc le système de drainage n'est pas adéquat.
Donc il n'est pas adapté et parfois c'est quasiment inexistant, je parle des caniveaux. Et par endroits, il y a juste des caniveaux, mais ce n'est pas couvert. Donc c'est devenu donc des dépotoirs d'ordures, ça fait plus son rôle. Et en plus de tout ça, il y a aussi la forte pluviométrie dans ce pays. Vous savez, nous sommes avec les deux saisons. Donc pendant cela, avec la saison pluvieuse, nous assistons donc à la forte pluviométrie qui va impacter sérieusement à la longue pendant la saison sèche et avec les retraits capillaires et autres, avec la remontée qui crée des fissures. Des cas d'accidents sont fréquemment enregistrés ces derniers temps. Dégâts matériels, pertes en vies humaines sont entre autres des conséquences directes de ces drames, ce qui amène plusieurs acteurs à s'accorder sur le mauvais état des routes dans le pays. Le réseau routier guinéen est très critique, nos routes ne communiquent pas. Donc il faudrait que les conducteurs sachent d'abord qu'il y a des codes de route que nous devons respecter au quotidien dans nos déplacements. Sur les 5 dernières années, par exemple, la Guinée a enregistré 21 890 cas d'accident de circulation. Et donc, sur les 21 890 cas, vous avez, vous avez plus de 1781 morts et le reste, c'est des blessés et des dégâts matériels. Sur 43 493 km de route que compte le pays, seuls 30% sont bitumés, affirme cet ingénieur génie civil. Selon lui, le constat est alarmant au vu des réalités actuelles des routes en Guinée. L'actualité, c'est aussi ce prêt de 750 millions de dollars d'une durée de 12 à 14 ans qui vient d'être accordé à l'un des chefs de file du secteur minier de la Guinée, considéré comme le plus important montage financier jamais établi pour un nouveau projet minier en Guinée. Cet après-midi, cet appui plutôt fera ainsi progresser à la fois le projet d'exploitation du bauxite de GAC et l'économie guinéenne accordée par des institutions financières de développement, des agences de crédit et l'exportation et des banques commerciales internationales. Il s'agit d'un précédent puisque ce prêt représente le premier montage financier auquel ont participé ensemble des institutions multilatérales et des banques commerciales internationales pour un nouveau projet d'exploitation minière en Guinée. Nous continuons toujours direction le quartier Bambeto dans la commune de Ratoma où une structure travaille dans le cadre de la réinsertion des enfants déshérités. L'opération consiste à récupérer les enfants abandonnés dans la rue, les entretenir avant de les orienter dans des ateliers de métier. Notre reporter Alpha Bakar Sank Diallo est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Nous sommes au quartier Bambeto. Ici existe un centre de réinsertion des enfants déshérités. Récupérés dans la rue, ces enfants sont orientés dans de divers métiers pour apprendre. Aide aux enfants déshérités, déjà ça existe d'abord depuis 3 décembre 2015. De total, on a 43 enfants tout. Les enfants, on a eu ces enfants-là au gare routière Bambeto, au centre émetteur qui mais grâce aussi à la brigade de recherche qui nous a beaucoup accompagnés pour rapporter ces enfants-là, puisque c'est là-bas qu'on se trouve ces enfants. Si vous remarquez, la nuit, à centre émetteur la nuit, vous allez voir des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui ramassent les bidons, qui versent de l'eau sale pour aider, pour avoir du manger. C'est ces enfants-là qu'on a récupérés aujourd'hui. On a envoyé au centre ici et en train de faire du métier, de différents métiers aujourd'hui. Après plusieurs années d'existence, ce centre humanitaire reste confronté à de sérieuses difficultés. Les enfants dorment sur des matelas à l'état piteux, d'autres sur de vieux fauteuils. À cela s'ajoute la demande du propriétaire du domaine de quitter. C'est au centre ici, nous sommes là ici aujourd'hui avec de grandes difficultés. Des difficultés d'abord pour avoir des locales, puisque là où nous sommes menacés pour quitter là-bas, puisque le propriétaire de là-bas veut revenir là-bas. Donc ça n'appartient pas à nous. On a même parti au chef de quartier. Le chef de quartier a fait un papier entre moi et la propriétaire de la cour là-bas. Donc nous donné du délai d'ici le fin mois d'avril qu'on quitte dans ces lieux. Donc on n'a pas eu d'abord de local. On a pleuré tous les médias pour qu'ils nous aident à de bonnes volontés, pour qu'ils nous aident à avoir des locales là où les enfants vont rester. Malgré toutes ces difficultés, le fondateur arrive à nourrir les enfants grâce aux revenus de ses activités professionnelles. Grâce à de bonnes volontés aujourd'hui qu'on est en train de nourrir les enfants là, puisque vous avez vu que là où nous sommes ici, c'est s'il y a des clients
qu'on gagne, on fabrique les menuiseries, fabrique les portails, certains font la soudure, moi je fais la tapisserie et la décoration rideau. Toute personne qui veut faire des humanitaires avec des aides aux enfants déshérités, ils pouvaient nous contacter, nous donner du travail, soit si tu as un salon à réparer ou bien un salon à faire ou bien un portail en fer ou bien un portail en bois, tu nous donnes du contrat pour qu'on fait, on gagne d'entrer là-bas pour nourrir les enfants. Ça aussi, c'est des humanitaires. Le centre lance un appel à toutes les bonnes volontés pour le secours de ces enfants déshérités. En tout cas, ils sont très nombreux dans les rues de Conakry, des enfants accompagnés et aussi des actions accompagnées par les autorités. À présent, parlons sport dans cette édition d'information. À quelques jours du verdict sur le dossier du Sili, cadet opposant la Guinée et le Sénégal, une autre affaire similaire vient de surgir. L'attaquant du Sili national, espoir, meilleur buteur du championnat, Yacouba Niang Barry, est ciblé par la Fédération ivoirienne de football pour détention de 2 passeports. L'adversaire de la Guinée dit détenir des documents prouvant que le footballeur guinéen a 2 passeports à lui seul. Abdoulaye Momo Fofana nous en dit davantage. Après avoir réalisé une Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle, au cours de laquelle il a terminé vice-champion d'Afrique, le Sili national cadet pourrait ne pas participer à la Coupe du Monde, prévue au mois d'octobre prochain au pays du roi Pelé, suite à la requête sénégalaise pour des raisons de falsification de passeport. Pendant que la population est dans l'attente du verdict du tribunal arbitral du sport, un autre problème vient de surgir. Cette fois-ci, il s'agit de l'actuel meilleur buteur du championnat guinéen, Yacouba Niang Barry, attaquant du Sili Espoir. Yacouba Niang Barry, qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 guinéenne, a 2 passeports. Ces 2 passeports, ce n'est pas mauvais d'avoir 2 passeports, mais seulement que les informations sur les 2 passeports ne sont pas concordantes. Le premier, c'est 1998 et le second, c'est 2002. La Côte d'Ivoire, déjà, je ne sais pas comment ces Ivoiriens ont eu cette information, parce que même l'entraîneur Abedi a fait une conférence de presse où il a dit que Yacouba Niang Barry ne sera pas avec son groupe à cause des problèmes administratifs. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui est connu par tout le monde. Je crois que l'affaire des cadets doit être vraiment un conseil pour la Guinée. Joint au téléphone par notre rédaction, Souleymane Camara, entraîneur des moins de 23 ans, dit avoir déjà écarté le joueur et il ne prendra pas part à cette double confrontation entre Guinéens et Ivoiriens. Le laxisme des responsables du football guinéen devient un problème fondamental pour le développement de cette discipline qui commence à faire rêver le peuple de Guinée. C'est le moment de situer les responsabilités pour ne plus revivre le même scénario. Sur le continent, précisément en Afrique du Sud, le président Ramaphosa a promulgué hier lundi la loi sur la taxe carbone. À compter du 1er juin, les entreprises polluantes d'Afrique du Sud devront payer pour leur émission de dioxyde de carbone, une première sur le continent qui a pour but justement de lutter contre le changement climatique. L'idée d'instaurer une taxe carbone en Afrique du Sud n'est pas nouvelle puisque cette loi avait été initiée en 2010 mais elle a été longtemps repoussée. Suite à la pression des entreprises minières et métallurgiques, la Compagnie nationale d'électricité avait aussi brandi la menace d'une hausse des prix alors que sa production repose essentiellement sur le charbon. Nous restons toujours sur le continent. Les Soudanais ont entamé ce mardi 2 jours de grève générale depuis la chute du président Omar el-Béchir. Les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation avec les civils. Un dialogue suspendu pour cause de désaccord autour du Conseil souverain, l'organe qui doit diriger le pays durant la transition jusqu'aux prochaines élections. Les activités sont au ralenti depuis ce samedi à Khartoum. Il y a plusieurs manifestations à divers endroits de la capitale soudanaise. Les employés de l'aéroport de Khartoum, de la Banque centrale, de la Compagnie nationale d'électricité ou encore des fonctionnaires du parquet général sont à la rue avec des pancartes pour montrer qu'ils sont en grève. Tous demandent un gouvernement civil. Selon eux, c'est l'unique solution pour répondre aux revendications du peuple soudanais. Dans leur slogan, ils disent profiter d'une liberté retrouvée, d'une parole libérée et espèrent faire plier les militaires, notamment dans l'obtention d'un gouvernement civil pendant la transition. Les négociations entre les 2 camps sont suspendues, mais pas les contacts. Des propositions alternatives sont d'ailleurs à l'étude pour le cas du Conseil souverain, avec 5 membres chacun et une présidence alternée de 18 mois, ou encore une présidence tournante de 6 mois, des votes à la majorité simple
ou aux 2 tiers, selon l'équilibre des forces qui seront choisies. Merci Kadiatou Chérif Fofana pour toutes ces précisions. À Kawasaki, tout près de Tokyo, une attaque au couteau a coûté la vie à une écolière et un homme de 40 ans décédés des suites de leurs blessures. 17 autres personnes, dont au moins 8 écolières, ont été blessées et certains sont dans un état grave. L'agresseur présumé aussi est également décédé des suites de blessures qu'il s'est infligées. Une atroce tuerie a déploré le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Nous continuons toujours dans l'actualité internationale. 2 djihadistes français ont été condamnés à la peine capitale ce mardi bien sûr 28 mai à Bagdad. Déjà dimanche et lundi, 4 autres ressortissants français avaient été condamnés à la peine capitale. La liste pourrait encore s'allonger car la France estime que ces ressortissants adultes doivent être jugés en Irak, un pays dont le système judiciaire et carcéral est régulièrement critiqué. Mariamba pour plus de précisions. Accusés par le renseignement français d'avoir facilité l'envoi de djihadistes vers la Syrie, Brahim Nejara et Karam El Achaou, tous âgés de 33 ans, avaient été transférés fin janvier de Syrie où ils étaient détenus par une alliance arabo-kurde anti-djihadiste vers l'Irak pour être jugés. Ces nouveaux verdicts interviennent après les condamnations à mort ce dimanche et lundi de Kevin Gonon, Léonard Lopez, Salim Machou et Mustapha Merzougui. Ils ont tous 30 jours pour faire appel. 6 autres Français transférés de Syrie vers l'Irak seront jugés dans les prochains jours à Bagdad pour appartenance à l'État islamique. La liste des Français condamnés pour appartenance à l'organisation djihadiste risque d'être plus longue. Des milliers d'Irakiens et plus de 500 combattants étrangers de l'aile ont déjà été condamnés par la justice irakienne, certains d'entre eux à la peine capitale, dans un pays où plus de 50 exécutions ont été recensées l'année dernière. Il faut dire que plus de 500 étrangers de l'aile, hommes et femmes condamnés, n'ont pas encore été exécutés. Dans un communiqué lundi, le ministère français des Affaires étrangères assure que des démarches sont en cours pour rappeler aux autorités de Bagdad que la France est opposée à la peine de mort. Les avocats des Français condamnés dénoncent une justice expéditive. L'Irak est régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Des témoignages attestent de l'usage de la torture dans les prisons. L'un des Français ayant comparu ces derniers jours s'est plaint d'avoir été frappé pendant ces interrogatoires. Par ailleurs, la loi antiterroriste de l'Irak considère comme coupable toute personne qui rejoint une organisation terroriste, même sans avoir combattu. A rappeler que les 12 Français actuellement jugés en Irak ont été arrêtés en Syrie et remis aux autorités de Bagdad en janvier par les forces kurdes de Syrie. C'est cet élément monde qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles sur la télé du XXIe siècle. Au revoir.